pendant longtemps, on a cru, et on comprend maintenant que c'est plus tellement ça, mais on a cru que la technologie, c'était quelque chose de relativement naturel. C'est-à-dire que ça allait d'un point A à un point B, ça allait suivre une courbe linéaire, et que par définition, on n'avait pas d'emprise dessus. Ça porte un nom, ça s'appelle le déterminisme technologique. C'est une notion qui aujourd'hui est absolument essentielle et super pour penser la technologie. Alors, elle est issue de plusieurs courants de pensée qui sont à la fois des courants scientifiques et puis finalement des courants politiques. Des courants scientifiques comme des ethnologues, comme par exemple Leroi-Gourhan, qui ont montré comment l'homme se crée à travers la technique, à travers le geste, à travers un espèce d'aller-retour qu'il y avait avec les appareils et qui nous constitue en tant qu'humains. Alors, pas tellement les appareils, plutôt les outils, en fait, les artefacts. Alors évidemment, on peut prendre l'exemple du silex, on peut prendre l'exemple du propulseur qui servait à chasser des animaux, finalement. Et déjà là, on avait une forme de déterminisme, qui est tout à fait différent de ce qu'on a aujourd'hui, puisque l'idée, c'était un peu de dire, de toute façon, ça ne pouvait pas ne pas arriver. Et c'est ce qui nous a constitué aujourd'hui. Donc il y a aujourd'hui une autre forme de déterminisme qui va reprendre cette idée-là, avec des ahuris technologiques qui vont penser justement que cette linéarité va continuer et qu'on va arriver vers une sorte d'infini. Alors il y a une forme d'infini, éventuellement une forme d'infini du savoir, une forme d'infini dans ce que peut conquérir l'humain sur la connaissance du monde, mais est-ce que c'est forcément un infini technologique qui suit des logiques et des valeurs qu'il faut questionner? Ça, c'est une autre question. On commence à se rendre compte de manière beaucoup plus concrète que la technologie, qui est finalement la technique, n'est pas quelque chose de neutre qui tombe du ciel et qui modifie son environnement sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. C'est au contraire quelque chose qui se conçoit, qui se décide et qui, de ce fait, est un sujet éminemment politique. Dans la technocritique, il nous a semblé qu'il y avait des choses à apprendre chez des penseurs de la technique, donc c'est-à-dire plutôt dans le passé, mais qui souffrent aussi de critiques, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait un déterminisme un peu biologique, on a ce que j'ai appelé des ahuris technologiques en face, une forme d'illumination. Entre les deux, on a plein de courants de pensée qui passent par Martin Heidegger, Jacques Ellul, Lewis Mumford, des gens comme ça, qui eux-mêmes vont prêter à la technologie un caractère essentiel. Ils font une sorte d'essentialisme de la technique qui consiste parfois à penser, je raccourcis évidemment les choses, qu'il n'y a pas grand-chose à faire puisqu'il y a une forme de système qui se crée, qui va s'auto-alimenter tout seul, sans nous. Donc autant on a une fuite en avant de la part de gens qui pensent que c'est automatique, il y a une courbe linéaire, et autant une critique un petit peu dure des fois qui consiste aussi à penser que finalement c'est un peu foutu. En face de ça, il y a d'autres courants, notamment ce qui s'appelle le constructivisme social, qui partent du principe que, alors qui prennent évidemment dans la critique essentialiste, que je ne rejette pas absolument ici, c'est juste pour faire le point, ce courant du constructivisme social rappelle que les technologies justement sont aussi l'œuvre des choix, des refus, des contraintes, des frictions qu'il y a avec l'environnement social à mesure que la technologie avance et le rencontre et le modifie. Ce qui prouve qu'on a quand même la main dessus et qu'on n'est pas obligé de suivre une courbe qui va être celle de la loi de Moore, celle de Gartner, c'est-à-dire des gens qui peuvent faire des prévisions qui sont justes, mais qui, encore une fois, étalent une vision de l'homme, une vision politique, un futur. Ce qu'on a du mal à comprendre quand on dit est-ce qu'il faut un Google français, européen, etc., c'est que Google, ce n'est pas une entreprise technologique, c'est un projet politique. Donc c'est ça dont on a besoin, c'est d'un projet politique. C'est pas d'une énième entreprise qui va suivre son petit bonhomme de chemin. Il faut cette consubstantialité-là entre justement la technique et le politique pour arriver à se battre. Alors est-ce qu'il faut se battre? Je ne mets pas du tout les choses de façon aussi binaire que ça. Google apporte aussi des choses, encore une fois, le pharmacone, et on enlève énormément. Après, tout dépend où on met le curseur, et aujourd'hui, tout dépend où on met justement le rôle de la loi et le rôle de l'homme dans cette formation-là. Quand on dit que la technologie est quelque chose de démocratique et que Google est un projet politique, c'est que Google fait les lois, dans une certaine mesure, à mesure qu'il avance dans sa technologie. Et que ce n'est pas la technologie qui doit faire la loi toute seule, c'est évidemment la technologie confrontée à son environnement humain. Aujourd'hui, il faut penser les innovations technologiques en fonction du désordre qu'elles créent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles organisent le monde. On a le sentiment que
que par exemple la race humaine est quelque chose qui est gouvernable par les chiffres, par les algorithmes, c'est-à-dire des suites d'instructions qui te font faire une chose plutôt qu'une autre grâce à des mécanismes subtils qui sont dans les environnements technologiques, les téléphones, peut-être les feux rouges, tout ce que tu veux. C'est ce nouveau type de gouvernementalité-là, ça pose des questions qu'il faut adresser aujourd'hui à travers énormément de pédagogie, d'autant plus que les nouvelles technologies qui arrivent ont cette faculté qui est absolument géniale de s'insinuer de plus en plus profond en nous, à travers, comme tu l'as dit, alors demain les implants neuronaux peut-être, on ne sait pas exactement comment ça va marcher, qui vont nous faire changer la façon dont on perçoit l'environnement. Tu comprends ? Et ça c'est subtil parce que, encore une fois, on se demande si on ne veut pas répondre à des grandes questions sociétales à travers des artefacts qui finalement vont toujours pas régler les questions politiques et les questions sociales sous-jacentes. On en revient à des critiques justement essentialistes de la technique quand on voit cette technique qui disparaît dans nos corps, qui disparaît dans les usages, dans les produits. C'est que finalement quand elle disparaît, on ne la voit plus. Et c'est que la médiation qu'ils offrent au monde disparaît elle aussi. Donc on n'est plus en mesure de voir concrètement les projets qui sont derrière nos objets technologiques. L'intelligence artificielle, c'est une certaine forme de masque par rapport à ce qu'il y a derrière, tout comme les algorithmes, tout comme les objets connectés qui sont et qui seront de plus en plus partout. Tout ce monde-là est lié et tout ce monde-là va, selon un projet politique, nous demander d'opter pour certains comportements ou pas d'autres, avec une marge de négociation qui est potentiellement faible si on ne regarde pas concrètement comment c'est fait, et potentiellement élevée si on décide ensemble de voir comment ça marche. Tu prends l'exemple bête du dos d'âne dans la rue qui te fait ralentir, c'est un mécanisme qui est conscient, un panneau sur la route aussi. Quand c'est un mécanisme dans ton téléphone qui va te manipuler, parce qu'on est des êtres foncièrement manipulables, tu ne vas plus le voir. Et donc là, il y a besoin énormément, encore une fois, de pédagogie, d'éducation, de débat, et de débats concrets avec des gens qui sont dans les champs touchés par ces techniques, au-delà des techniques toutes seules.